Bonjour Antoine, Bonjour Léla, bienvenue. merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Antoine, tu es le fondateur de Physio. Physio est un outil qui a été créé pour faciliter la création d'un CV en ligne, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc j'ai fondé Physio en 2018 avec pour idée de créer un outil CV pour tous, pour que tout un chacun puisse faire un CV en ligne facilement avec une sorte de super outil, comme j'appelle souvent. C'est génial. C'est un outil qui va permettre à beaucoup de monde, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui reviennent aussi sur le marché du travail, de se saisir de cette question assez épineuse qu'est le CV, parce qu'on ne sait jamais vraiment comment il faut le faire, ce qu'il faut y mettre, est-ce qu'on est dans le bon, est-ce qu'on n'est pas dans le bon, mais ça je vais te laisser en parler. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a conduit à Physio? Oui, bien sûr. En fait, moi j'ai un parcours un petit peu, voilà, un petit peu varié, on va dire. J'ai fait donc une école de management donc, à Toulouse qui s'appelle les AM en 4 ans, donc, avec à la suite un diplôme de gestion finance. J'ai fait une alternance en contrôle de gestion à Sogeti High-Tech, donc à Blagnac, à côté de Toulouse. Et après, j'ai décidé de faire un master plutôt spécialisé transport aérien et tourisme. Donc un peu déjà un changement entre le Master 1 et le Master 2. Et à la suite duquel j'ai fait un stage de 6 mois à Paris. Donc là, je suis monté pour la première fois à Paris, faire un stage chez Nomade Aventure, une agence de voyage spécialisée dans l'aventure. Et c'était donc 6 mois de stage où j'étais en charge de vendre et créer des circuits sur l'Asie du Sud-Est. Sri Lanka, Thaïlande, il y avait aussi il y avait Bali, voilà, c'était les pays que je représentais. Plutôt C'était intéressant l'arrivée plutôt à sympa, Paris. ouais. Plutôt sympa, très bonne expérience. Donc je remercie encore d'ailleurs ma tutrice qui était vraiment super, avec qui on a gardé des très bons contacts. Et voilà, donc à la suite de ça, donc j'ai décidé, alors un des prestataires sur place en Thaïlande m'a proposé de venir travailler 1 an en Thaïlande après mon stage. Donc ce que j'ai fait, donc là sous forme de contrat, où j'étais en charge de créer les circuits sur place pour des agences et des tours opérateurs espagnols et français. Donc pendant 1 an. Très bonne expérience aussi, donc 1 an à Bangkok, donc vraiment super, j'ai adoré la Thaïlande. Et après ça, je suis revenu à Paris et là j'ai été embauché en tant que responsable commercial d'une maison de thé spécialisée dans le rooibos, donc qui est une boisson qui est du thé sans théine pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc là j'ai fait 2 ans et demi, presque 3 ans en tant que responsable commercial B2B, donc je vendais principalement en fait les produits à des centrales d'achat, des épiceries fines, des professionnels, café, hôtel, restaurant. Et voilà, l'expérience s'est arrêtée malheureusement parce que le projet s'est terminé, donc la boîte a fermé, on a eu un licenciement économique. Et à la suite de ça, du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà en tête depuis des années en me disant je vais entreprendre, mais je ne voulais pas le faire trop tôt parce que je pensais, enfin, j'étais même sûr qu'il fallait que j'ai un pied dans le salariat pour un peu voir comment ça marche et avoir voilà, des compétences aussi. Et là, j'étais sûr de moi et j'ai pu me lancer. Et j'avais cette idée qui était en tête depuis le début. Voilà, j'avais fait mes premiers CV, je trouvais qu'il n'y avait pas d'outils qui avaient répondu à ce que je voulais. Et donc, je suis parti voilà, bien en tête sur cette idée et je me suis dit, allez, c'est parti, on lance C'est ça. le moment. Ok. C'est créer un outil qui va permettre de se saisir du CV et d'avoir un CV qui soit graphique, c'est ça? C'est ça, ouais. Sans être graphiste, c'est ça? C'était ça l'objectif? À la base, c'était vraiment ça. C'était vraiment, on était très axé, enfin, j'étais très axé mise en forme. Donc, c'était vraiment un logiciel où tu puisses vraiment faire un CV graphique sans en étant graphiste. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément les outils, il va sur Word. À l'époque, il n'y avait pas forcément des outils comme Canva, donc on va sur Word et on galère à mettre des formes et les typographies, les tailles, etc. C'est quand même, voilà, c'est quand même une compétence qu'il faut avoir. Donc nous, l'idée, c'était de proposer des modèles déjà préformatés, qui étaient quand même graphiques. Tout un chacun puisse faire un CV même en n'étant pas graphiste. Et là, on évolue quand même de plus en plus vers un outil effectivement de mise en forme graphique, mais surtout un outil de compréhension et d'aide à faire un CV. Donc un outil pédagogique, comme j'appelle, parce que l'idée, c'est aussi que l'utilisateur comprenne les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour faire un CV. Donc on va propulser des conseils, on va aussi propulser de la suggestion de contenu qui vient de données de Pôle emploi du ROM, on en reparlera peut-être après, et bientôt aussi de l'analyse du CV via de l'IA. Donc tout ça en fait c'est fait pour que l'utilisateur il ait quelque chose de clé en main entre la mise en forme, un outil simple à utiliser forcément, ça c'est le challenge de tous les jours, de l'améliorer mais qui reste simple à utiliser, et voilà, que ça aussi qu'il garde en tête des bonnes pratiques et que quand il doit refaire son CV dans sa carrière, il se dise ah ben oui c'est vrai que je dois formater mes sections comme ça, etc. Donc ça c'est vraiment le but d'avoir un outil complet, un super outil pédagogique CV, on peut l'appeler comme ça. Complètement, je te rejoins Voilà. complètement. Alors il y a 2 volets, il y a le volet pour les particuliers Oui. et il y a le volet aussi où tu interviens au niveau des écoles pour pouvoir former et la création de son CV en quelque sorte, c'est ça? Tout à fait. En fait, là depuis 3 ans, on a lancé Physio Éducation. Donc en fait, c'est un portail de connexion pour les écoles. Donc on a actuellement plus d'une 50aine d'établissements dans notre réseau partenaire là.
avec notamment voilà, des grandes écoles aussi de commerce qui nous font confiance depuis le début, donc ça c'est super. Des milliers d'étudiants qui sont sur Physio Éducation. Actuellement, je crois qu'on a, il faut que je n'ai pas checké les derniers, mais 40 000 ou 50 000 étudiants qui se sont créés un compte. Donc c'est des gros volumes d'utilisateurs. Et là l'idée c'est qu'ils aient un accès limité à l'outil en tant qu'étudiants, avec aussi plus de conseils parce qu'on a créé des vidéos aussi pour eux. Et de mon côté aussi je présente l'outil et j'anime aussi des ateliers CV pour les étudiants pour vraiment leur apprendre les bonnes pratiques. Alors là c'est plus orienté CV étudiant aussi, en fonction bien sûr des domaines et des spécialités, mais on est vraiment sur une cible très précise, donc souvent des jeunes profils, des fois c'est leur premier CV, donc c'est pas le même discours. Que voilà, si on devait faire un atelier CV pour des personnes qui sont en fin de carrière, etc. Et très intéressant, et voilà, donc ça fait 3 ans qu'on travaille avec les établissements supérieurs et on se développe de plus en plus avec, j'espère, de nouveaux partenaires bientôt l'année prochaine avec pas mal de choses à faire avec eux. Ok, super, félicitations. Merci. Alors, un bon CV, qu'est-ce que c'est d'après toi alors, un beau CV, donc je vais reprendre une phrase que m'avait dit une recruteuse avec laquelle on a travaillé au début de Physio, c'était qu'un CV doit être clair, précis et qui doit être le reflet de soi-même. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Moi, je rajouterais voilà, qu'un CV, moi, le vrai point, en fait, c'est la lisibilité. Bien sûr, il y a le contenu, donc ça, on n'est même pas besoin de le préciser. C'est-à-dire que ce qui est rentré en contenu texte de ce qu'on est, forcément, ça joue. Mais je pense que la lisibilité, c'est vraiment le maître mot. Il faut un CV lisible parce qu'un recruteur qui va avoir un CV illisible, déjà, va directement l'éliminer. Sans compter la photo de profil, c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, faut que le texte soit lisible, que le contenu soit agréable à lire. Et je dis toujours, notamment aux étudiants, quand vous avez fini votre CV, prenez un peu de recul et dites-vous, est-ce que j'ai envie de lire mon CV quoi. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire, je vais mettre plein de trucs, comme ça il y aura le max d'infos sur moi et je vais avoir l'entretien. Et non, erreur. Alors, Antoine, d'après toi, quelle catégorie de compétences il faut absolument retrouver sur un CV ? Alors, dans les compétences, je citerai donc 3 catégories et principalement, on va dire 2, donc les compétences donc, techniques, informatiques à mon sens, et les compétences comportementales. Alors, on peut faire 3 catégories. Voilà, les techniques, on peut détacher les informatiques et les comportementales. Donc voilà, les techniques, ça va être des maîtrises qu'on peut avoir de certains sujets. Donc là, c'est en fonction de chaque secteur pour le coup. Après, on va avoir les compétences informatiques, donc là c'est plus du logiciel. C'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de logiciels dans chaque secteur d'activité, donc bien souvent on retrouve cette catégorie dans chaque CV parce qu'on va maîtriser un logiciel propre à une entreprise, un CRM, alors encore plus qu'on est dans les métiers informatiques forcément, et les comportementales, donc notre personnalité en entreprise ou si on a peu d'expérience pro, notre personnalité tout court. Je trouve que c'est bien d'en citer 3-4, pas trop. Des fois, je vois les erreurs, des personnes qui essaient de combler avec 10 soft skills dans le CV. Là, le recruteur peut avoir un petit effet de dire bon, est-ce que c'est vraiment, est-ce que tout est vrai, est-ce que tout est justifié. Je trouve que c'est mieux d'en citer que 3 ou 4 et de vraiment pouvoir les justifier en entretien. Moi, je prends souvent l'exemple de gestion du stress en entretien. Quelqu'un qui met ça, le recruteur dit vous avez mis ça, pourquoi ? Réponse claire, j'ai été serveur souvent l'été dans des gros restaurants où il y avait vraiment des gros rushs à prendre en main. J'ai toujours bien géré mon calme, les périodes de stress. Donc j'estime que je peux mettre cette soft skills et ça peut même rien avoir avec le secteur d'activité dans lequel on va postuler. Voilà, je trouve ça intéressant de mettre des choses comme ça. Créativité, si effectivement on a un portfolio sur lequel on a des dessins, etc., on peut le justifier. Si on met juste créativité qu'après derrière on ne sait pas l'expliquer, il va falloir faire attention. C'est très important maintenant de mettre cette catégorie dans le CV. Parce que le recruteur recrute forcément un humain et un tempérament, un feeling, et ça va jouer aussi. Donc bien sûr, ça c'est que de l'écrit, il faudra le défendre en entretien. Ça c'est, on va dire, on l'écrit sur un CV, après c'est en entretien qu'on va pouvoir le justifier. Donc toujours cette notion d'argumenter par des exemples très précis chaque chose qui va être inscrite dans le CV, que ce soit des soft skills ou des compétences techniques, pouvoir dire dans quel cadre, dans quel poste on les a exercées. C'est bien ça ? Je trouve que c'est primordial, c'est-à-dire de pouvoir même, alors moi je conseille même à ceux qui mettent des outils informatiques de développer avec entre parenthèses le niveau de pratique, éviter les jauges de niveau, même si c'est joli. Bon, je suis mal placé pour dire ça. Dans Physio, on a les jauges de niveau, mais elles sont désactivées par défaut. En tout cas, on pourra les ajouter pour ceux qui veulent. Mais je conseille plutôt du texte. Voilà, il n'y a rien de mieux que le texte. Entre parenthèses, un niveau, je ne sais pas, typiquement Photoshop, autodidacte depuis 3 ans, niveau intermédiaire ou niveau expert, etc. Ça, c'est vrai que le recruteur, il a des éléments pour dire, voilà, c'est quelqu'un qui soit est en phase d'apprentissage, soit c'est carrément quelqu'un qui est vraiment expert sur le sujet. Et c'est pas la même chose. Donc ça, c'est important de pouvoir faire gagner du temps à tout le monde aussi. C'est que le recruteur, il veut gagner du temps sur les questions qu'il va nous poser. Et nous, on a envie de gagner du temps et pas passer des heures à répondre à des recruteurs pour des choses qu'on maîtrise pas.
Donc c'est aussi un gain de temps pour tout le monde dans le processus de recrutement, je trouve aussi, quoi. Donc des exemples pour chaque point du CV. D'accord. Très bien. Alors sur le blog auquel on peut accéder sur le site de Physio, vous avez mis pas mal d'exemples de CV, comment faire un CV boulanger, comment faire un CV, si je me souviens bien, pour être serveur également. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque secteur d'activité, il y a un CV particulier avec des codes en particulier ? Oui, ça peut. C'est vrai qu'effectivement, voilà, on a fait des thématiques métiers, CV métiers, parce que on veut donner à ces profils-là quelles sont les compétences à mettre en avant dans les CV. Alors globalement, nous, on va dire notre règle chez Physio, c'est qu'on dit que nos modèles sont utilisables par tout le monde, tout secteur d'activité. Bien évidemment, il faudra quand même faire attention à ne pas faire d'impair en termes de graphisme, c'est-à-dire un modèle créatif ne va pas forcément aller avec un environnement très feutré ou corporate comme la finance, par exemple. Par contre, voilà, on peut avoir un CV de boulanger et très bien avoir un modèle de base qui est plutôt un peu créatif, un peu coloré. Il n'y a pas de souci si c'est bien fait. Après, c'est plus des conseils sur quelles compétences on va mettre en avant dans le CV. Est-ce que pour certains métiers, il ne faudrait pas mettre plus les compétences en haut du CV parce que c'est très, très important? Est-ce que pour d'autres, ce n'est pas plus la formation parce que le diplôme est important dans tel secteur? Qu'est-ce qu'il faudra peut-être mettre dans la description du profil sur certains secteurs? Donc, on essaie de faire des petits focus métiers comme ça. Mais globalement, chaque métier devra respecter la même trame à peu près, en tout cas, en termes de section du CV. Ouais. D'accord. Et ça veut dire aussi qu'il n'existe absolument pas de CV unique. Il n'y a pas une façon de faire le CV et ensuite on peut l'envoyer à n'importe quel poste dans des secteurs d'activité différents. Ça, c'est vraiment la faute à ne pas commettre. Voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de CV parfait, il n'y a pas de CV unique. Je pense qu'il y a on va dire quelques règles à suivre si on veut être sûr de ne pas faire d'erreur. Mais en tout cas, voilà, chacun va devoir construire son CV qui soit parfait pour son profil, pour soi-même. Éviter certaines erreurs, c'est surtout ça le plus important, je pense. Et après, voilà, essayer de faire quelque chose de cohérent avec son secteur d'activité, qui on est, et surtout la fiche de poste à laquelle on postule. Ça, c'est vraiment important, quoi. Si on postule dans une start-up très créative ou dans un cabinet d'audit, ce ne sera pas le même CV, et ça, je pense que tout le monde en est conscient, quoi. Admettons que je suis jeune entrant sur le marché du travail, ou je fais face à une remobilisation sur le marché du travail, et je commets l'erreur assez classique de vouloir envoyer un maximum de candidatures pour pouvoir être sûr d'avoir quelques réponses, d'être reçu en entretien et d'avoir un poste. Et souvent, l'erreur que moi je constate sur le terrain, c'est que les personnes font un seul et même CV et l'envoient en quantité et mise sur cette stratégie de quantité sans avoir fait ce travail de recherche du poste et de matching, comme tu le disais, de mise en forme. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie gagnante, ça ? Alors je pense que c'est une stratégie perdante du coup, mais voilà, après c'est vrai que malheureusement les utilisateurs sont aussi aspirés dans beaucoup d'outils, beaucoup de pratiques. Voilà, moi j'ai un concurrent de l'autre côté de l'Atlantique là, qui a une fonctionnalité qui permet avec juste un petit curseur qu'on active de pouvoir envoyer directement son CV à je crois 150 job boards d'un coup. Moi voilà, je vois pas vraiment l'intérêt parce que quand je me mets à la place du recruteur, alors bien évidemment, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que maintenant beaucoup de CV sont scannés par des robots. Mais en tout cas, si on prend au sens large quelqu'un qui postule à une personne, à un humain, c'est vrai que voilà, on a envie que ce soit personnalisé, on a envie que la personne ait fait l'effort de dire il veut postuler dans la fiche de poste parce qu'il il ou elle a lu sur la boîte, intéressé par la boîte, avec un mail de motivation, si besoin une lettre de motivation, et que bien sûr que l'en-tête du CV, il y a un petit quelque chose sur l'entreprise ou que ce soit au moins orienté vers le poste. C'est sûr qu'un CV où il n'y a pas de titre, pas de description du profil, même une description du profil un peu formatée pour l'entreprise, on va bien comprendre que c'est un CV qui est envoyé en masse. Ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, hein, ça marche, mais voilà, je pense que si on veut faire de la qualité et qu'on veut décrocher peut-être le poste de ses rêves, il faudra peut-être y mettre des moyens un peu différents et la personnalisation, ça paye, je pense, à un moment donné. Enfin, j'espère en tout cas. Je pense que c'est une pratique à donner aux utilisateurs. Alors, la fameuse question, avec ou sans photo le CV ? Alors, moi, je conseille avec. Bien évidemment, on peut faire sans photo. Voilà, au niveau du recrutement en France, maintenant, on est un peu plus inspiré par le modèle anglo-saxon qui est 100% CV anonyme pour éviter les discriminations à l'embauche. J'ai beaucoup échangé avec des écoles qui ont le même avis que moi, qui est que voilà, il faut mieux un CV photo. Les recruteurs sont habitués à avoir des CV avec des photos en France. Et effectivement, par rapport à l'aspect discrimination, c'est aussi une façon de gagner du temps des deux côtés. C'est-à-dire que quelqu'un qui est recruteur discriminant, on va l'appeler comme ça, à partir du moment où il va vous voir en entretien ou même en visio, bah, il vous dira je ne veux pas travailler avec vous. Vous aurez perdu du temps, vous aurez été content d'avoir été après pas content d'avoir été pas retenu pour une raison obscure. Donc autant gagner du temps et je pense qu'humaniser sa candidature, c'est vrai que ça peut amener quand même à avoir plus d'entretiens, le fait de voir le visage de la personne, si c'est une belle photo de profil,
On est quand même dans l'ère où il y a du LinkedIn, du CV vidéo maintenant, enfin des présentations vidéo, des portfolios, etc. Donc on est quand même dans une dynamique de plutôt humaniser la candidature. Donc c'est voilà, à mon sens, si on parle vraiment du recrutement français, je la conseille quand même, mais avec une photo de qualité. Et pour ça, c'est très simple. On peut juste se prendre sur un mur blanc, utiliser des outils pour détourer le fond. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses pour avoir une mauvaise photo et surtout pas des photos des réseaux sociaux selfie que je vois souvent passer. Ou des photos avec filtre. Ou des photos avec filtre. Alors ça, c'est encore pire. Mais ça, ça c'est non, surtout pas. Une photo professionnelle en tout cas. Si elle est présente, photo professionnelle. En plus, voilà, il y a même des plateformes qui proposent des shootings pour 15-20 euros. C'est un investissement, c'est sûr. Mais par contre, à partir du moment où on peut l'utiliser sur LinkedIn, sur son CV, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup d'en faire. Et si on n'a pas forcément les moyens d'acheter ça, ben, on prend quelqu'un qui a un smartphone de qualité ou même si on en a un, on se prend sur un mur blanc et après on a des outils pour détourer la photo et mettre des faux fonds avec des extérieurs qui sont très professionnels et qui font l'affaire. Ok. Voilà. Toujours sur la question de la forme, oui. Quelles couleurs sont autorisées sur les CV? Est-ce qu'on peut se permettre toutes les couleurs sur un CV? Bon, déjà par rapport à ça, ceux qui n'ont pas forcément on va dire la patte graphique et qui ne connaissent pas forcément les règles de couleur et d'harmonie de couleur, je conseille plutôt à ceux-là d'aller sur les modèles et d'utiliser les couleurs telles quelles parce qu'au moins il n'y aura pas d'impair sur la colorimétrie. Après voilà, moi je pense qu'idéalement on utilise plutôt des couleurs pastel. Faut que ce soit le texte qui ressorte et on ne veut pas que ce soit trop de couleurs qui empiètent sur la lisibilité, toujours pareil pour le recruteur. Après, c'est vrai que voilà, il y a des modèles qui des fois utilisent des petites formes, des petits éléments un peu plus punchy, un peu plus fluo et ça peut être intéressant. Voilà, mais c'est vrai que généralement les couleurs fluo sont à exclure. Après, je ne fais pas forcément de mon côté de lien entre les couleurs et la personnalité du candidat. Ça me paraît être quelque chose voilà, d'assez flou cette thématique. Mais voilà, chacun est libre d'utiliser les couleurs qu'il souhaite. Attention à pas trop de couleurs fluo. Toujours pareil, on garde en tête la lisibilité en fait. Et la sobriété. Et la sobriété, si vraiment on n'est pas sûr, et je pense que c'est ce qui marche mieux, sobriété, couleur pastel. Et voilà, quand on regarde son CV, on se dit est-ce que je vois plus les couleurs ou est-ce que je vois plus le contenu du texte. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. D'accord. On assiste aussi à toute une vague de QR codes. Oui. Alors, quel est ton avis sur la question, pour ou contre? Non, alors moi je trouve ça sympa, mais c'est vrai que là c'est la déferlante des QR codes sur les CV, parce que voilà c'est assez récent, mais je trouve que c'est sympa. Après l'erreur que je vois souvent chez les étudiants, c'est de mettre un QR code qui va flasher sur quelque chose qui est pas en fait si waouh. Donc en fait je trouve que s'il y a un effet waouh dans le sens où on flash un QR code et là ça ouvre une vidéo de présentation du candidat, là le recruteur il se dit ah ça c'est sympa quand même. Là ça attise ma curiosité. Moi, l'erreur souvent que je vois, c'est un QR code pour flasher sur LinkedIn. Voilà, sur Fision, on peut faire des alias cliquables très sobres pour aller sur les réseaux sociaux. Ça me paraît être déjà mieux et puis c'est plus minimaliste. À savoir que tout ce qui est élément d'image est mal compris par les robots qui scannent les CV. Donc un QR code, oui, s'il n'y en a qu'un seul, mais on sait qu'en le mettant, ça sera mal scanné par un ATS, excuse-moi. Donc du coup, c'est vrai que voilà, il va falloir faire attention à ce qu'on utilise. Et par contre, c'est vrai que quand on met un alias cliquable, là, le robot va généralement reconnaître le lien LinkedIn. D'accord. Ce qui n'est pas le cas avec un QR code. Les images, les IA ont plus de mal avec les images. D'accord. Donc un QR code pour un effet vidéo, un élément un petit peu waouh, je suis OK. Voilà, pas pour quelque chose qui ne serait pas forcément primordial, on va dire. D'accord. Alors, on parle d'intelligence artificielle, oui. On a les intelligences artificielles, on a ChatGPT. Oui. Quelles innovations pour le CV et quel est ton avis en tant qu'expert sur ce sujet? Beaucoup d'innovations pour le CV parce que c'est ce qu'on voit depuis quelques temps avec l'arrivée de ChatGPT, notamment de l'IA, sur 2 points. Donc, il va y avoir les sites en fait, qui utilisent l'IA générative de texte, de contenu. Donc là, on va avoir de l'aide à la rédaction. Nous, du côté de Physio, à l'heure actuelle, on ne fera pas ça. On n'utilisera pas de l'IA générative de contenu parce qu'on estime que c'est un document qui est personnel, qui doit être défendu lors de l'entretien. Et qu'effectivement, voilà, le fait d'intégrer ça, ce serait la porte ouverte à juste que les utilisateurs aient quelque chose qui soit pré-rédigé par une IA sans forcément réfléchir à ce qu'on a mis et sans comprendre même l'idée de ce qu'il faut mettre. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'importer de la suggestion de contenu métier de Pôle emploi, qu'on peut décider ou non de cliquer pour ajouter. Et c'est surtout que ça va donner des données certifiées d'une source déjà prédéfinie. Donc ça nous paraît intéressant. Nous, l'IA, on l'intégrera sur de l'analyse de CV et sur du matching entre un CV et une offre d'emploi pour que ça détecte les mots-clés du CV versus les mots-clés de l'offre d'emploi. Donc il y a des choses à faire avec l'IA. Ça va évoluer, c'est sûr, comme dans tous les secteurs. Le CV aussi aura son lot d'évolution avec l'IA. Mais il faut faire attention à l'utiliser intelligemment parce que le CV, c'est un document personnel et l'IA ne peut pas tout faire à la place des gens. Et je pense qu'il va falloir aussi, après, quand le recruteur nous posera les questions les yeux dans les yeux,
il faudra être bien sûr de tout le contenu qu'on a écrit sur son CV. Donc Voilà. l'IA et ChatGPT, oui, Oui. mais pas pour une génération totale du À mon CV. sens, voilà, pas pour une génération totale du CV. Alors il y aura peut-être des choses pour le graphisme qui vont se faire, même si les outils comme Physio, ça reste quand même de l'aide à la création. Mais je ne suis pas sûr que voilà, l'enjeu soit vraiment sur ça, vu que l'utilisation de ce genre d'outils comme Physio, comme Canva ou autre, c'est assez facile maintenant pour l'utilisateur. Mais ce sera plus vraiment sur le côté, voilà, ceux qui choisiront de générer le texte avec l'IA, ceux qui décideront juste d'être aidés par des petits modules comme on fait avec la suggestion de contenu. Et après, oui, analyser le CV, donner des points clés, corriger les fautes, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. D'accord, très bien. Alors, autre question qui revient souvent, mon CV fait plus d'une page, que faire? Ouais, la question classique qu'on a tous les jours d'ailleurs sur le support de Physio, sur notre petit chat, parce qu'on n'a qu'une page. Et malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr. Nous, en fait, on essaie de donner voilà, aussi un parti pris pédagogique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le cas de beaucoup de gens qui sont en carrière longue et là, effectivement, ils pourront faire 2 pages. Voilà, bon, petit spoiler, on peut faire 2 pages sur Physio, il faut juste dupliquer son CV. Mais l'idée, c'est que voilà, si on laisse la porte ouverte à 2-3 pages, on sait que les gens automatiquement sont poussés à raconter plus de choses. Donc, ils vont plus facilement faire du 2 pages. Et ce n'est pas ce qui est demandé par les recruteurs. Les recruteurs veulent voilà, avoir du A4 très facile à lire et qui puisse identifier rapidement si le profil correspond et recontacter la personne pour un entretien. Donc voilà, attention à bien garder du A4 pour certains profils effectivement de personnes qui ont voilà, 20, 30 ans d'expérience. Bien évidemment que ça pourra certains profils correspondre. Mais voilà, je pense qu'alors déjà pour les étudiants, je dis à tous les étudiants A4 une page. C'est vrai que souvent c'est le cas que j'ai avec les étudiants qui veulent faire du 2-3 pages. C'est pas à mon sens optimisé pour… S'il y a trop de choses à dire, par exemple, on peut faire un portfolio. Si les profils créatifs, par exemple, ça m'arrive souvent, je leur dis faites un A4 une page pour votre CV et puis vous mettez des liens sur un portfolio, votre site internet, un Behance pour mettre le reste. Parce que des fois, on mélange CV et un petit peu tout. Le CV, c'est juste sa carte de visite de son profil et, pour être contacté pour l'entretien et voilà, très factuel. Est-ce qu'on peut dire que le CV aussi demande un exercice de synthèse et que c'est aussi sur ça que le recruteur va juger la qualité d'un CV? Tout à fait. Et donc c'est aussi un travail sur soi-même. Donc c'est pour ça que je conseille souvent aux gens de prendre une feuille blanche, aussi d'avoir ce côté, se poser, noter ce qu'on a fait, noter ce que je vais mettre, etc. C'est ça aussi le problème que j'ai avec les IA génératives de contenu, c'est que là on ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur un bouton Magic Writer qui va pré-rédiger son contenu. Et on va se dire, c'est trop bien, il est trop bien rédigé, là, les phrases elles sont super, elles sont belles. Alors malheureusement, en plus, les phrases ne sont pas si super parce que c'est souvent des gros pavés de texte et c'est pas ce qui est recommandé dans l'émission des expériences pro ou des formations. Mais on va se dire, ok, c'est super bien rédigé on va dire en termes d'écriture, j'ajoute et on se retrouve avec un CV, là on part sur du 2 pages. Alors que je pense que si on se pose sur une feuille, on se dit, bon j'ai fait ça, là je vais parler de ça, etc. On a moyen d'un peu plus être synthétique et c'est ce qui est demandé. Après, on peut toujours bien sûr aller de soi-même sur des outils d'IA générative pour reformuler une phrase, pour demander à l'IA si tel mot-clé est à utiliser en termes de métier. Enfin, on peut aussi les utiliser comme ça. Mais attention à faire la réflexion par soi-même et le cheminement, il est que voilà, il faut synthétiser sur une page. Et l'avantage des outils comme Physio, c'est que le masque est déjà prévu, on voit en direct ce qu'on est en train de faire et on voit si on met trop de choses. Donc c'est un choix à faire finalement. Et ça n'empêche pas, lors de l'entretien, de pouvoir mentionner des expériences supplémentaires que l'on a eues mais que l'on n'a pas spécifiées sur le CV, mais de garder en tête qu'il va falloir faire un choix et qu'il va falloir justifier ce choix dans une démarche globale, comme tu disais tout à l'heure, ce que l'IA ne peut pas faire encore jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'il faudrait être très factuel et des fois même certaines personnes ont du mal à faire ça, mais enlever certaines expériences pro qu'on a fait parce qu'il faut en garder que 4 ou 5 et qu'on ne peut pas tout raconter et c'est pas grave, on pourra en parler en entretien. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la partie centre d'intérêt? Alors, vaste question. Vaste question. La partie centre d'intérêt, moi, c'est ma partie préférée, on va dire. Et vraiment, je conseille de développer cette partie. Alors, on évite les mots-clés. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait en off, lecture, cinéma, photo, les pictogrammes. Alors, encore pire. C'est-à-dire pictogramme sans texte, là, c'est vraiment le bonbon. Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que c'est une catégorie qui peut vraiment déboucher à obtenir vraiment le poste. Mais ce n'est pas une blague dans le sens où, à candidature égale lors de l'entretien, ça va créer un lien de discussion avec le recruteur. Le recruteur recrute aussi quelqu'un pour le feeling. Et ça peut du coup faire pencher la balance vers nous. Donc, on fait des catégories thématiques, culturelles, sportifs, associatifs, etc. On essaye là de rédiger même plus de façon littéraire. On peut un peu se lâcher en disant on peut utiliser des mots comme passionné, on peut décrire précisément les choses, donner des ouvrages,
citer des niveaux de pratique de sport, parler de prix qu'on a remporté. Donc on peut aller très dans le détail pour que le recruteur se dise voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui le passionne en dehors des études, en dehors de ses expériences professionnelles. Et vraiment là, on sort un peu des expériences pro où c'est du bullet point très factuel avec des verbes d'action. Là, on essaye un petit peu d'être un peu plus littéraire. On peut presque faire des phrases, j'ai envie de dire, c'est ce que je dis aux étudiants, on peut presque faire des phrases en disant voilà, je suis passionné de telle culture, voilà. Et parler de tout ce qu'on fait, voilà, d'associatif, du sportif bien sûr, du culturel, ce qui nous passionne dans la vie. Un registre plutôt émotionnel, comme on disait tout à l'heure. On veut toucher émotionnellement le recruteur. Il y a même un autre aspect, c'est l'aspect compétence, on n'y pense pas souvent. Le recruteur, en lisant ça, en voyant quelqu'un qui dit voilà, je pratique le football depuis 10 ans et je suis champion régional, il va se dire c'est quelqu'un qui fait du sport collectif depuis 10 ans, donc peut-être qu'il sait mieux interagir avec le groupe et qui aura plus de facultés à travailler en équipe. Il peut se poser cette question-là, lui, de son côté, enfin dans sa tête. Mais on n'y pense pas souvent, on se dit, on ne fait pas souvent ce lien, quoi. CV sans expérience, oui. Comment est-ce qu'on s'y prend? Encore une fois, quand on est peut-être jeune entrant sur le marché du travail, avec une formation ou sans formation, ou que l'on se remobilise encore une fois sur le marché du travail et qu'on n'a pas d'expérience significative à mettre sur un CV, comment on pourrait faire d'après toi pour valoriser quelque chose dans ce CV? Ben là, c'est justement là où je trouve aussi que les centres d'intérêt ont leur rôle, parce qu'il ne faut pas les négliger quand on a du coup pas d'expérience, il faut parler de ce qu'on fait à côté. Donc alors là, on va aussi pouvoir réfléchir à est-ce que si je fais de l'associatif, du bénévolat, je ne pourrais pas le mettre carrément dans des expériences pro, pour essayer un peu de remplir la rubrique, ça peut être intéressant, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'expérience pro, mais qui font du bénévolat, tous les week-ends, etc. Est-ce que ça ne peut pas rentrer dans une expérience professionnelle, même si elle n'est pas rémunérée? Donc ça, il faut réfléchir à ça. Bien sûr, il faut aussi parler des compétences voilà, qu'on peut transférer, les soft skills qu'on peut avoir qui peuvent aussi s'adapter à éventuellement voilà, d'autres secteurs d'activité. Et je pense qu'aussi qu'il faut c'est essayer de se former par soi-même à d'autres logiciels, d'autres choses qu'on peut faire. Ça peut être vraiment intéressant pour le recruteur de dire voilà, la personne est en train de s'auto-former sur des choses, elle a passé des certifications et même si elle n'a pas trop d'expérience professionnelle, je vois qu'elle est en train de commencer à faire un cheminement d'apprentissage sur certaines compétences clés. Donc les certifications en ligne, voilà, les badges de certification pour l'orthographe, là je pense au certificat Voltaire, qui est aussi une compétence très intéressante sur un CV. Tout ce qui peut nous démarquer quand on n'a malheureusement pas un bloc expérience pro rempli. Mais ce bloc expérience pro, il faut toujours se dire est-ce que je peux le remplir avec d'autres choses, même des expériences non rémunérées. Ce sera la rubrique compétences qui, à mon sens, ce sera celle qui fera le plus la différence, si jamais on n'a aussi pas forcément les diplômes qu'il faut. Hein. La rubrique sans intérêt, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, ça peut aussi faire la différence. Alors, j'ai oublié les compétences linguistiques, qui peuvent être aussi un vrai élément clé, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément encore beaucoup d'expérience pro, mais qui a une compétence linguistique majeure qui est demandée sur la fiche de poste, je ne sais pas, un poste de secrétaire, par exemple, bilingue espagnol en France, ben là on est bilingue espagnol. Ben là forcément il faudra le mettre dans le titre du CV pour dire au recruteur coucou, je suis bilingue espagnol, je suis prêt, voilà, même si je n'ai pas toutes les compétences forcément, j'ai cette compétence clé et je peux être la personne pour le poste, quoi. D'accord, donc faire la différence sur plein d'aspects qui peuvent être personnels, oui. Comme voilà, les langues, comme les soft skills, les compétences transférables, et aussi, tu le disais très bien, aller chercher des certifications, des formations peut-être, pour actualiser son CV avec des lignes et éviter de le présenter vide. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que traditionnellement à l'époque, hein, on avait donc les formations qui nous faisaient acquérir voilà, des compétences et on avait aussi des expériences pro. Maintenant, on a la chance d'avoir pas mal d'outils en ligne où on peut s'auto-former. Hein. Donc, ça peut être des outils, forcément des formations payantes, mais il y a aussi beaucoup d'outils gratuits. Il y a bien sûr des plateformes vidéo sur lesquelles on va avoir aussi beaucoup de tutoriels sur des thématiques. Donc, utiliser tout ça pour s'auto-former, typiquement dans les langues. Si on dit qu'on pratique du Duolingo quotidiennement pour apprendre une langue, ça peut être aussi vachement valorisant sur un CV. Donc, on essaye de mettre tout ce qu'on peut qui montre au recruteur qu'on est dans une phase d'apprentissage en fait. On synchronise notre posture, notre discours avec ce qu'on inscrit dans le CV. Tout à fait. D'accord. Antoine, les 5 pires erreurs à commettre sur un CV d'après toi? Alors la pire erreur, on peut mettre, j'ai pas le classement dans ma tête, mais en tout cas je pense que une photo de profil non professionnelle, ça peut déjà d'entrée de jeu, voilà, ça va être rédhibitoire parce que là le recruteur pourra mettre à la poubelle le CV d'entrée. Oublier de mettre un titre à son CV ou une description du profil, c'est-à-dire pourquoi je candidate à ce poste, quel est l'objet de ma recherche. Donc voilà, moi souvent avec les étudiants, ça peut être à la recherche d'un stage de 6 mois et dans la description du profil, ça va être à partir de quelles sont les dates de début pour les alternances, le rythme, etc. Donc tout le contexte de la recherche, pourquoi je recherche. Quand je suis en reconversion, on peut en parler dans cette phrase-là aussi, dans ce bloc.
Il y a aussi le fait que ce soit illisible, forcément, donc trop de texte, ne pas utiliser même de hiérarchisation au niveau des bullet points. Bien sûr, oublier des compétences, donc ça c'est un bloc qu'il faut absolument, je pense, avoir aussi avoir dans son CV. Et les centres d'intérêt peut-être qui et les centres d'intérêt, effectivement, voilà, aussi à avoir un bloc centre d'intérêt optimisé pour le recrutement, comme on peut le dire. Donc je pense que tout ça fait que c'est des erreurs à éviter. En tout cas, l'aspect avoir un modèle aussi qui n'est pas forcément adapté au poste visé, ça peut être aussi un vrai impair. Vraiment, dans les 3 facteurs qui viennent de CV qui part à la poubelle directement, c'est mauvaise photo de profil, CV lisible d'entrée et modèle pas adapté. Graphiquement, déjà, ça peut partir à la poubelle sans à peine que la personne ait lu la faute d'orthographe. D'accord. Forcément, ça reste aussi, tellement ça paraît logique, mais ça reste aussi un rédhibitoire poubelle qui peut aller directement. Utilisez des outils comme Physio, il y a un correcteur qui vous aide. Et n'hésitez pas bien sûr à faire relire par un proche, c'est le mieux. Et si vous voulez, là pour le coup, vous pouvez aussi copier-coller votre texte dans des IA ou des correcteurs d'orthographe, c'est des IA. Pour vérifier. Ok. Si on devait les résumer, du coup, les 5 que tu retiendrais, ce seraient lesquels? Je me concentrerai pour les résumer. Je me concentre pour les résumer. Alors, on va résumer les 5. Donc, une photo de profil non adaptée à un CV, des fautes d'orthographe, un modèle de CV non adapté au poste visé, un CV sans titre, et après, je dirais un CV illisible avec trop de contenu, trop de texte, et pas forcément une bonne hiérarchisation de l'information. D'accord, très bien. Je sais pas si... C'est très bien. À l'inverse, les 5 essentiels à avoir dans son CV, d'après toi, pour faire la différence. Ouais, ça va être un peu la même chose, mais je pense que ça va être d'avoir une photo professionnelle. L'idée, c'est aussi, je pense que ce qui peut faire la différence, c'est quand même surtout aussi de mettre une petite touche d'originalité dans sa présentation, dans son format. D'avoir un lien LinkedIn cliquable pour ceux qui peuvent le faire, bien sûr, il y a certaines activités qu'on ne peut pas, mais en tout cas, je pense d'avoir un lien vers des réseaux sociaux cliquables, LinkedIn ou autre, partager, rendre son CV en fait une passerelle vers d'autres éléments. Ça me paraît aussi être, on va dire, dans les 5 points qui peuvent améliorer le CV, il y a ça. Après, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de bien hiérarchiser son contenu au niveau des bullet points. Développer la partie centre d'intérêt aussi, qui à mon sens vraiment peut avoir du sens. Même de ne pas hésiter à mettre des liens cliquables sur les intérêts vers des ouvrages, des choses comme ça qu'on a réalisés. Donc voilà, ce côté on va dire lien cliquable qui fait vers des passerelles, que ce soit vers des réseaux sociaux ou autres, ça peut être des choses qui peuvent amener à avoir un très bon CV. Ou des portfolios comme tu le disais. Ou des portfolios, ouais, D'accord. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations, quelques mots sur la lettre de motivation? Parce que qui dit CV dit lettre de motivation. Ouais. Lettre de motivation, là du coup il va falloir respecter une structure assez claire. Alors là l'idée c'est de faire une lettre de motivation personnalisée pour chaque poste. Moi ce que je dis à chaque candidat c'est d'essayer de garder bien sûr une armature de base avec l'adresse du recruteur, son adresse. On peut faire donc une structure assez similaire pour chaque lettre de motivation avec moi, l'entreprise, moi. Puis après, il y a des articles sur Physio qui expliquent quelle structure faire et changer un paragraphe du milieu et le personnaliser pour chaque poste. C'est-à-dire faire vraiment un mélange entre moi et l'entreprise, qu'est-ce que je peux apporter, et là on personnalise et on essaie de garder quelques éléments qui sont les mêmes pour pas qu'on ait à tout refaire bien sûr, mais une lettre de motivation personnalisée pour chaque poste, surtout pas de lettre de motivation copier-coller parce qu'en fait ça se voit très vite. Ne pas essayer d'avoir une écriture effectivement formelle mais qui soit naturelle aussi. Les choses je trouve trop formelles où on voit à la fin des choses en exprimant les vœux les plus sincères ou sincères salutations. Là c'est vrai que je trouve que c'est un peu maintenant, on peut changer de ça, on peut faire quelque chose de plus naturel, que le recruteur se dise c'est vraiment la personne qui a écrit avec son cœur cette lettre de motivation parce que c'est ça une lettre de motivation, on veut exprimer sa motivation donc il faut l'écrire avec le cœur. Donc je pense que ça aussi c'est vraiment à prendre en compte. D'accord. Alors on arrive à l'offre Physio. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui seraient intéressées comment fonctionne Physio et qu'est-ce qu'elle peut leur apporter? Oui, tout à fait. Alors Physio, vous pouvez vous connecter sur l'outil et vous pouvez tester plus de 100 modèles assez facilement. L'avantage que vous avez, c'est dès que vous rentrez des informations dans un modèle de CV, vous allez pouvoir switcher de mise en forme et très rapidement tester plus d'une centaine de modèles. L'accès bien sûr au logiciel est gratuit. Vous allez pouvoir tester tous les modèles gratuitement et faire des brouillons. Par contre, dès que vous allez pouvoir télécharger en PDF haute qualité votre modèle, vous devez le débloquer pour 8,99 et ça vous permet de l'utiliser ensuite à vie. C'est-à-dire que vous avez votre modèle de CV qui est utilisable, personnalisable et les modifications sont en illimité. Nous, ce que je propose, c'est de faire un code à
à tes utilisateurs pour qu'ils aient voilà, moins 50% déjà sur le format et ils pourront avec 4,50 € débloquer un modèle de CV qu'ils auront ensuite à vie. Ce n'est pas un système d'abonnement, c'est vraiment un format et avec un outil graphique qui leur permettront de le mettre à jour, surtout de le modifier en illimité. Ok, super, merci beaucoup. Physi Outsiders, okay. C'est ça, 50. Physi Outsiders 50, très bien. C'est ça, on va le mettre en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup. Grand plaisir. Une fois que la personne a rempli ses informations de CV et qu'elle switch de CV, elle n'a pas besoin de refaire les choses, c'est ça? Voilà, ça se transfère entre chaque modèle. C'est aussi une de nos forces, c'est qu'on a des modèles qui sont graphiques, mais qu'à chaque fois, on n'a pas besoin de refaire l'insertion des informations. Voilà, je pense à Canva, concurrent, c'est de bonne guerre. Mais en tout cas, voilà, nous, on va pouvoir garder les informations et tester tous les modèles assez rapidement. Revenir en arrière, revenir de zéro, on peut le faire aussi, mais on va pouvoir tester très rapidement avec sa photo, ses infos et très vite voir, ça correspond à ce que je veux en termes de mise en forme ou pas. Et ça, c'est quand même aussi le but d'un outil de mise en forme de CV. Ouais. D'accord, avec sans spoiler trop, mais des innovations à venir sur, comme tu le disais, les correcteurs de fautes d'orthographe. C'est ça. Et peut-être aussi des commentaires en fonction de certains points dans le CV qui permettront de savoir où est-ce qu'il faut aller améliorer les choses. Ouais, actuellement, on a un correcteur orthographe qui en fait souligne les fautes, mais que c'est nous-mêmes qui devons faire la démarche de la corriger. Là, on espère avoir très rapidement, d'ici début d'année, en fait, une IA qui va auditer le CV, vous donner les points clés sur lesquels vous avez oublié des choses, ce qui serait bon de mettre ou d'enlever ou quelles erreurs on aurait pu faire sur le CV. Et à la fin, un correcteur orthographe global qui permettrait d'analyser les petites coquilles qui manquent avant de le diffuser et surtout, je le dis à tout le monde, avant de faire relire par un proche ou quelqu'un qui a un bon niveau d'orthographe, c'est aussi un bon marqueur avant de l'envoyer. Et aussi une IA qui permettra comme j'ai dit tout à l'heure, de matcher le CV avec une offre d'emploi. Donc le matcher, c'est on va dire entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que mon CV a les bons mots-clés, a les bonnes compétences, qu'est-ce qui pourrait éventuellement me manquer pour postuler à ce poste et éventuellement peut-être mettre à jour mon CV parce que peut-être j'ai oublié de mettre des choses que j'ai dans mon parcours et qui est sur la fiche de poste. Donc c'est intéressant d'avoir ce côté d'analyse et d'audit avant de l'envoyer quelque part. Ok, super. Merci beaucoup. On met les infos aussi de ton compte LinkedIn si les gens ont des questions à te poser ou des éventuels partenaires qui veulent te contacter. Toutes les infos seront dans la barre d'infos. Merci beaucoup Antoine. Avec grand plaisir. Et à bientôt j'espère. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.